Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Nous sommes ici à la synagogue Bufo, qui a organisé la première cérémonie de la commémoration pour les victimes de la Shoah après la guerre. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Marie Montali, grand reporter, réalisateur, ancien directeur exécutif de la direction du Figaro Magazine et auteur de ce livre. Nous sommes la voix des morts. Les derniers déportés témoignent. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, un livre de témoignages. Vous avez rencontré des rescapés de la Shoah à Haïfa, dans le nord d'Israël, dans une maison d'accueil, Yad Ezer Lechaver. Pourquoi avez-vous entrepris cette démarche ? Alors ça, c'est une double question. Pourquoi cette démarche et surtout pourquoi moi ? Donc pourquoi cette démarche ? Parce que j'ai l'impression que le souvenir de la Shoah se dilue dans le temps. Ce qui menace la mémoire, c'est pas tant les révisionnistes. Tout le monde se fiche aujourd'hui des révisionnistes et on n'accorde plus aucune importance à ce qu'ils peuvent dire. En revanche, l'oubli, ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et je trouve qu'en ce moment, en France, mais en Europe plus aussi, il y a une résurgence de l'antisémitisme qui fait qu'il est urgent de raviver cette mémoire parce qu'on sait où l'antisémitisme peut mener, on le sait depuis Auschwitz. Ensuite, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je ne suis pas historien, donc je n'ai pas de légitimité scientifique. Je ne suis pas juif, ma famille n'a pas souffert de la guerre, de quelque façon que ce soit. Et donc, il a fallu que je comprenne que finalement, si la Shoah est un drame juif, c'est l'héritage de l'humanité. Et moi, en tant que non-juif, je suis aussi l'héritier de cette Shoah, et j'en suis l'héritier transitoire. C'est aussi à moi de transmettre cette mémoire à mes enfants, ou à d'autres, qu'ils soient juifs ou pas. Vous commencez le livre, si je peux me permettre, comme ça. Il existe beaucoup de façons de tuer ses semblables. L'homme a de vraies aptitudes pour ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et toutes ces façons de tuer et mourir, ça fait des tas de cadavres de toutes les couleurs, de toutes les religions et de tous les âges. Hommes, femmes, tout ça mélangé un peu partout dans le monde et des tas de survivants qui pleurent des fleuves de larmes. Et puis, Mireille Knoll a été assassinée le 23 mars 2018 chez elle, dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Madame Knoll était juive, bien sûr. Elle a été poignardée de 11 coups de couteau et son corps a été en partie brûlé. Oui, alors ça, c'est sans doute l'élément déclencheur de ce livre, parce que dans l'assassinat de Mireille Knoll, il se passe plusieurs choses. D'abord, la mort de cette dame qui était, enfin vous vous souvenez d'elle, elle était très belle, c'est vraiment la grand-mère qu'on aurait aimé avoir, elle était merveilleuse. Elle est tuée dans des conditions épouvantables, ça c'est une chose, mais ce qui, moi, m'a bouleversé, et en tout cas scandalisé, peut-être même énervé et poussé à faire ce livre, c'est la recension qui en a été faite le lendemain matin. Donc une radio de grande écoute a fait sa une le lendemain matin, le journal du matin, en disant « La communauté juive inquiète et bouleversée ». La communauté juive inquiète et bouleversée. Pourquoi la communauté juive ? Pourquoi pas la communauté française ? Moi j'ai été bouleversé par la mort de Madame Knoll. Je ne suis pas juif, mais l'assassinat dans ces conditions d'une dame au prétexte qu'elle est juive me bouleverse. Madame Knoll était juive, elle a été assassinée, ça ne me concerne pas parce que finalement je ne suis pas juif. Mais cette différence est terrible parce que ça crée une indifférence paradoxalement et c'est le début de la complicité. Le silence, c'est de la complicité. Et les faits ne font que continuer puisque nous sommes en train de vivre la même chose avec Sarah Halimi. Oui, et on avait déjà vécu la même chose, d'ailleurs, il y a Sarah Halimi, mais on avait vécu la même chose aussi avec Yann Halimi, on avait vécu la même chose avec les enfants. Enfin, en France, quand même, on a tué des enfants dans une école maternelle à coups de Kalachnikov parce qu'ils étaient juifs. Donc il serait peut-être temps qu'on prenne la chose au sérieux. Mais il y a aussi cette culture du mépris, alors il y a cette violence, et puis il y a aussi cette culture du mépris. Vous savez, quand il y a des manifestations comme l'année dernière, dans les rues de Paris, où on brandit le fantasme, sans le cacher, on brandit le fantasme du complot juif. Quels sont les noms qui sont jetés en pâture dans les manifestations des Gilets jaunes il y a 1 an et demi ou 2 ans ? Drahi, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, etc. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que le mépris, c'est le début de tout et l'indifférence, c'est de la complicité. Dans votre avant-propos, vous retracez toutes les étapes
de l'anéantissement des Juifs d'Europe, l'étoile jaune, l'expropriation, les ghettos, la Shoah par balle, la déportation des 6 millions d'individus, le silence des nations, et vous dites « Comment peut-on dire qu'on ne savait pas ?» Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui... Enfin, à un moment donné, c'est vraiment un argument qui ne tient pas, parce que la Shoah sont des 6 millions de victimes, 6 millions de personnes tuées, mais enfin des millions de survivants aussi, donc des millions de personnes, en plus des 6 millions, des millions de personnes qui sont victimes de ça. Des milliers, des centaines de milliers d'acteurs. Les tueurs, proprement dit, les gens qui commanditent le crime, mais aussi tout ce que certains historiens appellent les petites mains de la Shoah. C'est-à-dire le type qui conduit un train, qui conduit un camion, qui surveille la sortie de la forêt, voir si un survivant ne tenterait pas de s'échapper. Tous les soldats de la Wehrmacht, parce que pendant très longtemps, après-guerre, ça nous a arrangé de dire finalement il y avait une armée propre qui était la Wehrmacht, et puis il y avait les salopards qui étaient les SS. Sauf que les SS n'auraient pas pu faire leur boulot de salopards sans la complicité de la Wehrmacht. Bien sûr qu'on le savait. Et alors ce qui était très important, on le savait, et c'est pour ça que d'ailleurs je rappelle les étapes de la Shoah, parce que très souvent on se demande comment on a pu en arriver là et comment le peuple juif a pu être victime de ça. Mais tout simplement parce que depuis pas des années, l'antisémitisme n'est pas né en 1933 avec Hitler. L'antisémitisme, c'était... En tout cas, si ce n'est pas une histoire éternelle, en tout cas c'est une vieille histoire. Ça remonte... Enfin, si Rome n'était pas antisémite et si le judaïsme était une religion tout à fait acceptée, avec la naissance de l'Église chrétienne, l'antisémitisme est né avec cette histoire de déicide. On a dit aux Juifs, vous ne pouvez pas vivre parmi nous, on les a ghettoisés. Et puis on est arrivé au nazisme qui dit, finalement, vous ne pouvez pas vivre. Mais toutes les lois anti-juives qui ont été prises petit à petit, au fur et à mesure, et petit à petit, on a ankylosé les consciences. On a ankylosé les consciences des témoins, mais on a aussi ankylosé les consciences des victimes. Donc ça a été, on les a endormis, on a rendu ça possible. Ces témoins qui, plus on avance dans la lecture du livre, plus on sent qu'ils vous racontent l'enfer qu'ils ont traversé. De quelle manière ils évoquent ces souvenirs si douloureux ? Alors c'est probablement une des choses qui m'a le plus ému, c'est de les écouter. Vous savez, quand je les ai rencontrés, je voulais certainement pas faire une interview rapide d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, comme très souvent les journalistes le font, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est comme ça. Donc on a eu de vraies conversations qui ont duré parfois 1 journée, parfois 2 jours. Donc petit à petit, ces vieilles personnes sont redevenues les enfants qu'ils étaient alors. Je vais juste vous raconter une anecdote qui va symboliser un petit peu ce que j'essaie de vous dire. J'ai rencontré une dame, Myriam, qui a plus de 90 ans, qui est juive polonaise, qui a survécu au ghetto, qui a survécu à Bergen-Belsen, qui a survécu au pire que tout ce qu'on peut imaginer. Et elle me parlait, et très rapidement, au bout de 2-3 heures, elle est redevenue la petite fille qu'elle était alors en Pologne. Et puis d'un seul coup, elle se tait, je sens qu'elle est ailleurs, et elle chante. Elle chante quelque chose. Donc, que je ne comprends pas, évidemment, je me tourne vers le traducteur, ne comprends pas non plus. Et en fait, elle venait de se souvenir, là, l'année dernière, d'une comptine polonaise que lui chantait sa maman avant la Shoah. Et elle venait de s'en souvenir en me parlant de sa maman. Elle avait oublié depuis 1944 cette comptine. Ça lui est revenu à ce moment-là. Donc voilà comment ils m'ont raconté leur histoire. Parce que ce qui était très important, c'est évidemment de parler de la Shoah, d'un crime contre l'humanité, mais c'était... On a tué des gens, on a tué une culture. Tuer les gens ne suffisait pas pour les nazis. Il fallait supprimer toute trace du passage des Juifs sur Terre. Il fallait supprimer toute cette culture. Il fallait brûler les synagogues, il fallait brûler les livres saints, il fallait brûler les œuvres, il fallait brûler les partitions, il fallait brûler les livres. Donc, de quoi l'humanité a-t-elle été privée ? De combien de génies on a été privé, de combien de médecins, de combien de boulangers, enfin peu importe, de combien d'artistes. Donc c'était ça aussi, c'est pour ça que ces témoignages étaient très longs. Ensuite, ce qui m'a beaucoup touché dans leurs témoignages, c'est l'humilité et l'humanité des rescapés. Et puis quelque chose qui m'est apparu au fur et à mesure, c'est la force extraordinaire, le courage extraordinaire des gens qui ont survécu à la Shoah. Vous savez, on a souvent la tendance, un petit peu facile, un petit peu hypocrite, de présenter le juif en victime. Je peux vous assurer que les gens que j'ai rencontrés, ce n'étaient pas des victimes, c'était de vrais guerriers. Parce que je mets au défi quiconque de survivre à ça avec autant de force, autant de courage, et d'être capable ensuite de reconstruire une vie. C'était des vrais guerriers, pas des victimes. Vous avez eu la chance de rencontrer une amie d'Anne Frank ? Oui, Myriam,
qui, justement, dont on vient d'en parler, qui était à Bergen-Belsen, après être passé par Auschwitz, et qui est arrivée quelques semaines avant Anne Frank. Et quand le convoi d'Anne Frank est arrivé, elle a vu deux jeunes enfants qui étaient dans un coin, dont l'une pleurait, la plus jeune pleurait, c'était Anne Frank. Donc elle a sympathisé avec elle. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient à peu près le même genre d'éducation, qu'elles avaient eu les mêmes lectures, qu'elles avaient les mêmes ambitions. L'une voulait devenir écrivaine, l'autre voulait devenir professeure, Myriam, est écrivaine aussi. Et puis un jour, Anne Frank a disparu. Et Myriam est restée sans nouvelles d'elle. Elle survit à la Shoah, elle arrive en Israël, et des années plus tard, elle voit dans une librairie la photo d'Anne Frank. Et elle reconnaît cette amie qu'elle avait pendant quelques semaines à Bergen-Belsen. C'était Anne Frank. Je crois que ça l'a beaucoup touché de se faire interviewer par vous, puisque vous me racontiez... Alors, c'est toujours très difficile de parler de soi, mais là, je vais être... Vous savez, je suis grand reporter, donc j'ai vu des événements où l'on préférait ne pas les voir. J'ai rarement été aussi ému et aussi touché par ce genre de reportage. J'étais en apnée, en fait, quand ces gens-là me parlaient. Et Myriam, notamment, Myriam qui est arrivée en Israël en 1947, et qui me racontait qu'en Israël, c'était pour la première fois de sa vie, elle était jeune adolescente, pour la première fois de sa vie, elle pouvait sortir dans la rue sans avoir peur parce qu'elle était juive. Et à la fin, on passe 6 ou 7 heures en face à face. Et à la fin, elle me raccompagne à la porte et elle me dit, ça fait depuis 1947, je n'ai pas touché un non-juif. Et elle m'a pris dans les bras à ce moment-là. Avez-vous le sentiment, après ces conversations avec les plus jeunes générations, que c'est un manque de notre éducation nationale que de transmettre cette partie de l'histoire, qu'une fois qu'on est face à eux et qu'on leur parle d'êtres humains et qui peuvent s'identifier, ça change complètement leur rapport à cette partie de l'histoire, à des a priori qu'ils pourraient avoir? Alors, je n'en ai pas l'impression, j'en ai l'intime conviction. Je crois que pour toucher le cœur des gens, de temps en temps, il faut leur taper dans l'estomac. Et je pense que d'aller raconter directement ce qui s'est passé en parlant de la réalité, vous savez que la réalité, c'est un petit peu différent de la vérité. La vérité, on va énumérer une succession de faits. La réalité, ça pue, ça saigne, ça fait mal, ça fait pleurer. Donc il faut aussi parler de cette réalité. Et moi, quand j'allais dans les lycées, je leur parlais de réalité, je leur parlais de ces témoignages, je leur montrais des photos, des petits films. Et je peux vous dire que là, je retrouvais des enfants qui étaient très intéressés. On peut constater que le recueil des témoignages de rescapés de la Shoah se multiplie. Les derniers survivants s'éteignent peu à peu. Une fois cette parole disparue, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut craindre? Alors ça, c'est une question très difficile. Je pense qu'il est urgent d'abord qu'il y ait des gens de ma génération et de la génération suivante qui s'approprient cette mémoire. Parce que si les gens disparaissent, la mémoire, elle, ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Si la mémoire disparaît, je voudrais pas être pessimiste, mais on pourrait craindre le pire. Merci. Merci Jean-Marie Montali. J'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé d'une puissance incroyable. Voilà. Et si il y avait davantage d'êtres humains comme vous, je pense qu'on n'en serait pas là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.